Votre moto vous manque, vous avez le blues. Moto Blues vous offre 10 secondes de bitume. Motoblues.com, équipement et accessoires moto. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission Le Garage numéro 3 avec un invité et également un ami, quelqu'un qui est très en colère. C'est normal, aujourd'hui l'actualité est particulièrement riche avec le contrôle technique qui est sûr, il va nous arriver dessus pour 2023, l'interfile en question, interdit, pas interdit, il faut en parler, le bruit qui énerve beaucoup de nos concitoyens et puis une minorité de motards qui crée un petit peu le problème pour l'ensemble et ça c'est sans parler du stationnement payant. Bref, l'année 2021 est pleine de sujets qui fâchent, qui mettent en colère. Didier va nous rejoindre très très vite et puis on va partir avec vous à l'étranger, on va parler de ce qu'il aime, de Prince, de la musique, de Minneapolis et puisque on est sur une période de début de vacances, eh bien on va vous parler également technique, mécanique, ce qu'il faut faire avant de partir en vacances. Et puis on enchaîne, on accueille tout de suite Didier. Didier, bonjour, merci de nous avoir rejoints ici dans ce garage et non moins repère de motard. Ça tombe bien, tu es un gros représentant motard, mais tu as aussi un palmarès extraordinaire. Ce que j'adore chez toi, c'est autodidacte. Tu as fait plein de métiers. Journaliste, on s'est connu du temps de Moto 1, Moto 2. Moto 1, pour ceux qui savent, c'était aussi Coluche, si on remonte un peu dans le passé. Mais on était dans cette mouvance avec Moto 2. Déjà très râleur, hein, c'était souvent en colère chez Moto 2. On n'était pas très loin de la FFMC. Tu as fait le conservatoire de musique. Tu as fait des études de photo. Tu as même été dans des agences de voyage, agences touristes. Est-ce que c'est ça qui te ramène du coup à la FFMC aujourd'hui pour représenter un certain nombre de valeurs et les motards ? Il y a certainement un trait commun avec les valeurs, effectivement. Il y a un trait commun avec la volonté de communiquer avec les gens, de communiquer d'une façon ou d'une autre, communiquer avec la photo, communiquer avec le chant, communiquer avec ce que je fais aujourd'hui, effectivement, voyager avec eux. En fait, j'ai l'impression que toute ma vie, et certainement la raison pour laquelle je suis autodidacte, c'est que toute ma vie est faite de rencontres. C'est la rencontre qui m'emmène à aller dans une direction ou une autre parce que je me dis, tiens, ouais, ça a l'air super intéressant, je vais y aller. Et du coup, j'y vais. Donc, j'ai pas de frein comme ça pour changer de direction, ce qui fait que, comme tu l'as dit, j'ai fait pas mal de métiers et pas mal de passions. Et puis, tu es un homme célèbre parce que, mine de rien, quand il y a eu ce livre « Gueule de motard », tu en fais partie. Au milieu du livre, face à Margerin. C'est plutôt sympa d'être accolé à Margerin dans le monde moto. C'est un honneur d'être dans le livre d'une part, puis c'est un honneur d'être sur la même page que Franck Margerin, qui en tant que passionné de BD a quand même bercé un petit peu une partie de ma jeunesse et une partie de ma BD motarde, puisque je suis aussi un gros lecteur. Et puis tu es un gros amoureux de BD également, de livres, on en reparlera un tout petit peu plus tard, mais ce qui nous amène aujourd'hui, c'est une très grosse actualité moto. Il y a plein de sujets où il y a de quoi être en colère actuellement, avec notamment le contrôle technique. On va commencer par cette espèce de serpent de mer, mais là qui n'est plus un serpent de mer. On se rappelle des grosses manifestations de 2012 qui avaient permis de faire reculer l'arrivée d'un éventuel contrôle technique, avec un texte qui était arrivé finalement en 2014, qui devait rentrer ou qui doit entrer en action 1er janvier 2022. On en est où aujourd'hui de ce de contrôle technique ? Vacherie de contrôle technique, on en est... Alors, il faut déjà souligner qu'à l'échelon français, on avait gagné la bataille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle technique français pour la France. Pour autant, comme tu l'as dit, en 2014, il y a eu ensuite débat auprès de l'Europe. Et d'ailleurs, il faut rappeler que le Sénat et l'Assemblée nationale française avaient voté non au contrôle technique moto, sous le fait qu'il ne sert à rien d'un point de vue sécurité. Il n'y a pas d'avantage à faire un contrôle technique pour protéger les motards d'eux-mêmes et protéger les motards donc, de l'accidentalité et faire une meilleure sécurité routière pour les deux roues. Donc, ça n'a rien à voir.
Et là, tu fais référence au fameux rapport MEDS Absolument. qui disait qu'il y avait 0,3% des accidents qui pouvaient être liés à une défaillance technique, ne serait-ce qu'un problème de pneus, par exemple. Par exemple, une usure des pneus excessive, donc des pneus qui ne tiennent pas assez la route. Effectivement, c'est des occurrences qui sont très très rares. Et ça a été recoupé d'ailleurs récemment par une étude qui a été faite par la Mutuelle des motards, qui dit exactement la même chose, c'est que les occurrences techniques ne sont pas une cause majeure d'accident du deux roues motorisé. Ce qui s'explique très bien puisqu'on est formé d'une part par notre humanité. On n'est pas complètement crétin, hein. On sait très bien que quand on monte sur notre moto, on n'a pas de carrosserie, donc on fait un contrôle visuel, et en plus, je te le donne en mille, au permis, on nous enseigne à le faire, et on nous oblige à le faire pour dire c'est ce qui va vous sauver. Donc on a déjà ça dans le sang, à la différence des autres usagers de la route. Donc pouvoir nous le faire faire tous les 2 ans, alors qu'on doit le faire à chaque fois qu'on fait une sortie, on ne voit pas bien l'intérêt. Donc je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, on a gagné la bataille du contrôle technique en France. Donc, et étonnamment avec les politiques. Avec les politiques. L'Assemblée et le Sénat ont voté non. Et ce non a été porté par la Direction générale de l'énergie et du climat, qui dépend du ministère des Transports, qui lui-même dépend du ministère de la Transition écologique, et non pas du ministère de l'Intérieur, ce qui est assez étonnant en matière de sécurité, mais bon. Et c'est ça qui explique qu'en 2017, la sécurité routière envoyait un communiqué de presse à tous les médias disant « Cette année, il y a déjà 17 pays qui ont dit oui sur les 28, donc la France va y passer, donc quoi que vous en disiez, eh bien, vous aurez le contrôle technique en France. » C'est revenu en fait par l'Europe. C'est-à-dire qu'en fait, l'Europe a dit on va mettre un contrôle technique, et ça se discutait plus à l'échelle française où nous, FFMC, avons gagné, ça s'est discuté à l'échelle européenne, et notre vote non à l'Europe, puisque la France a voté non au contrôle technique à l'échelle de l'Europe, notre vote a été émis en minorité. Et donc là, effet pervers de la démocratie, le contrôle technique a été décrété par l'Europe, pour, comme tu l'as dit, une mise en place au plus tard au 1er janvier 2022. Pour autant, la France, comme la Belgique, ne veulent pas du contrôle technique, mais vont l'avoir quand même, parce que l'Europe dit que nos motivations à le refuser ne sont pas suffisantes. Et même les 3 pays qui, en 2017, ont dit qu'ils allaient monter un dossier pour ne pas l'avoir, vont se faire conduire par l'Europe et vont être obligés de l'avoir. C'est-à-dire que de toute façon, c'est garde à vous, tout le monde en ligne, vous allez tous avoir un contrôle technique moto. Alors même qu'on a démontré qu'il était inutile. C'est quand même assez incroyable. Alors là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. À l'époque, j'avais cru comprendre que si les pays prouvaient qu'ils avaient mis en action des choses qui permettaient de faire diminuer la mortalité routière et notamment la mortalité des motards, ce contrôle technique ne serait plus obligatoire. Et c'est justement ce qu'on a vu. Il y a une baisse régulière année après année de la mortalité des motards et des deux roues en général, sauf les cyclistes. Ça, c'est un autre sujet. Alors c'est un petit peu un effet pervers, y compris pour les cyclistes d'ailleurs, si je peux me permettre, parce qu'il faut corréler ça aussi à l'augmentation du parc, qui est très importante pour les cyclistes et qui est également importante pour les motos. C'est-à-dire que la proportion d'accidents est d'autant plus spectaculairement intéressante pour les motards qu'on a un parc qui a vachement augmenté dans les dernières années. Pour autant, ce que dit l'Europe, et pour déroger à cette fameuse directive 2014 CE, c'est vous devez avoir pris des mesures entre 2016 et 2020 qui ne concernent que la population motarde et l'entièreté de la population motarde, et qui permettent effectivement de diminuer l'accidentalité. Or, je te le donne en mille, les mesures qu'on a prises ne concernent pas les motards dans la période 2016-2020, puisque la seule qu'on pourrait sortir, c'est les gants, et les gants, ça ne sauve pas des vies. La réforme du permis, qui est une réforme extrêmement importante, qui va porter des fruits parce qu'on va encore mieux former les gens, on va encore mieux les sensibiliser aux risques du deux roues, etc., n'aura pas d'influence puisque cette réforme intervient en 2020. Donc, tous ceux qui ont eu leur permis avant, et donc dans la période concernée par l'Europe 2016-2020, ne sont pas concernés. Donc, c'est pas qu'on a une accidentalité qui baisse ou pas, ça c'est un fait, tu as raison, on a une accidentalité qui baisse, c'est que dans la période qui est concernée par cette directive, donc 2016-2020, on ne peut pas faire état de mesures qui ont conduit à une baisse de l'accidentalité. Il y a une baisse, mais ce n'est pas, c'est pas des mesures. Donc on est en colère parce que le CT va nous tomber dessus, le contrôle technique va nous tomber dessus par le biais de l'Europe, alors qu'on avait tout fait pour le refuser et que la France a dit non. Et dans le même temps, on s'aperçoit que finalement, les mesures qui ont été prises pour la sécurité routière, elles ne sont pas si avérées que ça. C'est quand même un petit peu curieux. Ça fait un peu mal au sein. Et donc, on va vers quoi, là, du coup? On l'a dans l'os complet? Alors, ça va être déporté, on parle de 2023, et sous quelle forme? Parce qu'en fait, la directive ne dit pas sous quelle forme ça doit se faire. C'est ça, il y a une
on va dire, une latitude assez importante qui est laissée à tous les États membres pour établir leur contrôle technique, ce qu'ils vont mettre dedans, la périodicité, la fréquence, les populations concernées, etc., etc. Pour autant, il y a deux aspects. Il y a l'aspect administratif, dont j'avoue je me fous un petit peu, qui pousse la France à dire on va obéir à l'Europe, sinon l'Europe va nous faire payer une amende. C'est pas mon problème que la France paye à l'Europe. Mais Parce vraiment, elle le fait déjà pour d'autres secteurs. elle le fait pour d'autres secteurs, donc ça existe. C'est vrai, c'est un argument qui existe bel et bien. C'est-à-dire qu'il y a d'autres lobbies très puissants qui ont réussi à obtenir qu'on ne respecte pas des directives européennes dans d'autres secteurs. Peu importe les secteurs, je ne vais pas les incriminer, c'est eux qui ont raison. On considère, nous, que le contrôle technique est inutile. Administrativement, l'État nous dit on est obligé de le mettre en place. Mais nous, humainement, on dit on n'en veut pas. Donc on va continuer à pousser pour ne pas l'avoir. On va continuer à être mobilisé sur tous les moyens possibles. L'action en manifestation, le lobbying en France et à Bruxelles, et puis également toutes les possibilités juridiques vont être explorées de façon à voir si on a des biais juridiques qui peuvent encore nous permettre de surseoir à cette disposition que je rappelle, qui est inutile, contraignante et nous coûter du pognon. Et si elle se fait, qu'est-ce qui est en train de se subodorer entre les ministères, etc. Alors, sur comment ça pourrait être appliqué chez nous? Ce qu'on subodore, c'est une mise en place avec une progressivité qui est due non pas à des raisons objectives, mais à des raisons d'encombrement des centres. Je te la donne, Émile. C'est-à-dire que pour que tout le monde n'arrive pas en même temps, on va faire arriver déjà les motos d'une certaine période et d'une certaine catégorie, et puis après on mettra les autres, etc., etc. Donc ça devrait pouvoir commencer, selon leur volonté, au 1er janvier 2023, même si on va tout faire pour s'y opposer. Donc eux, ce qu'ils prévoiraient, ça serait les premières mises en place au 1er janvier 2023. Ensuite, une progressivité. Reste à déterminer la fréquence. La fréquence, c'est quoi? Entre le moment où le véhicule est neuf et son premier contrôle technique, il y a un premier écart. Et ensuite, il y a une fréquence. Donc, sur les autres pays d'Europe, par exemple, pour les véhicules neufs, c'est au bout de 4 ans et ensuite tous les 2 ans. Ou véhicule neuf 3 ans, puis tous les 2 ans. Ou véhicule neuf 2 ans, puis tous les 2 ans. Donc, c'est 4-2-2, 3-2-2, 2-2-2, comme disent les administratifs. Mais pourtant, les motos, elles passent déjà vachement plus souvent en contrôle. En théorie, c'est tous les 6 000 par rapport à des 30 000 km pour des voitures. C'est tous les ans, voire tous les 2 ans. Donc, on a déjà un contrôle. C'est là aussi où il y a une aberration. C'est une aberration parce qu'il y a effectivement ce contrôle. Alors déjà, il y a le contrôle par le motard s'il en a la compétence. Et s'il n'en a pas la compétence, comme encore une fois, il est parfaitement conscient que sa vie et son intégrité physique sont en jeu, il va avoir envie qu'effectivement son véhicule soit dans un état de sécurité normal. Je dis juste normal, hein, c'est pas un truc qui est aux petits oignons réglé. Et pour ça, j'ai quelqu'un qui s'appelle un concessionnaire, un garagiste, qui a une obligation juridique de ne laisser sortir mon deux roues que s'il est dans de bon état de sécurité. C'est-à-dire qu'au lieu de m'obliger tous les 2 ans à aller faire un contrôle technique, quand je veux, c'est-à-dire tous les jours quand je sors la moto de mon garage ou quand je veux pour aller faire une révision, je vais avoir quelqu'un de professionnel en face qui a une véritable compétence. Parce que là aussi, on pourrait discuter de la compétence de gens qui vont être formés pour le contrôle technique. On sait que nos concessionnaires, eux, sont formés à ça. Et ils sont parfaitement formés à ça. C'est beaucoup plus simple quand même pour un motard de vérifier visuellement un certain nombre de choses. Bien sûr. Les plaquettes de frein, on peut le faire à l'œil nu, alors que sur une voiture, il faut un pont. Les éclairages, le freinage, on s'en aperçoit. Les épaisseurs de pneus, ça sera d'ailleurs notre sujet suivant, l'importance justement de ces vérifications. Tu en parlais, on l'apprend au permis, avec le TM, avec le code spécifique moto, on l'apprend également. Donc comme quoi, et on va vous le rappeler dès maintenant avec notre séquence technique, avec les pneus, ce qu'il faut faire, la pression avant de partir en vacances en toute sécurité. Bon alors Sandrine, il y a quand même quelque chose de super important et très simple à faire avant de partir en vacances. Je dirais même tout le temps, à peu près une fois par mois, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne fait pas parce qu'on se dit les pneus tiennent la route. Mais en fait, il faut prendre soin d'eux. Et du coup, vérifier la pression des pneus chaque mois. Et ça, c'est vraiment important. Ouais, voilà. Clairement. Alors, quelle pression? Bon, c'est facile, il suffit de regarder le manuel technique de la moto. En gros, c'est entre 2,3 et 2,5 bars généralement, un peu plus à l'arrière. Une chose importante, il faut le faire quand les pneus sont froids. Oui, tout à fait. Donc, avant de partir. Et puis après, c'est vrai que ce qui est pénible aujourd'hui, c'est un peu la disparition de toutes les stations de gonflage de pneus dans les stations essence. Mais par contre, il y a beaucoup de produits, des accessoires qui existent sur le marché pour facilement vérifier la pression et gonfler les pneus si besoin. Oui, tout à fait. En fait, il y a vraiment pléthore de choses. Alors, vérifier la pression, il y a plein de petits accessoires. Comme ceux-ci, en général, ils sont tout petits. Alors, ils peuvent être
quasiment digitaux. D'autres ont d'autres petits accessoires en plus. L'étendue, hein, entre 2 et 7 barres, mais en général 7 barres ça sert à rien, tu l'as dit, hein. 2,3 à l'avant, 2,5 à l'arrière, un petit peu plus éventuellement quand on est chargé et en duo. Mais alors là, ça sert juste à savoir combien tu as de barres. Oui, ça sert juste Ça, à savoir rien avec la ça. pression. L'avantage, c'est qu'on le met sous la selle. Donc, juste pour vérifier que, eh bien, la prochaine station-service, il faudra au moins vérifier. C'est vraiment ça le point essentiel, c'est déjà vérifier la pression. Et puis, si possible, faire l'appoint et donc mettre de la pression dans les pneus. Et là, il y a plein de solutions. Alors, il y a les grosses machines de ce type-là qui se branchent sur l'allume-cigare sur une voiture, qui incorpore un testeur de pneus. Ça, c'est pas mal. Il y a les compresseurs autonomes digitaux sous cette forme-ci. Ça prend moins de place déjà. Et puis, Ça- tu n'as pas besoin de batterie là. La batterie, c'est ça en Oui, fait. voilà. T'as pas besoin d'une alimentation Oui. extérieure, il est vraiment autonome. C'est une centaine d'euros, donc c'est plus cher que ceci. Il y a les modèles encore au-dessus de ce type-là que l'on trouve sur le marché. Là, c'est pas de l'électricité, c'est une cartouche d'air comprimé. En fait, ici, on a une dizaine de litres d'air, voire plus. Mais du coup, tu gonfles combien de fois avec ça? En fait, ça dépend de quel appoint Oui. tu fais exactement Oui, question stupide. sur ton pneu. Et puis, mais surtout, ce qui va varier ici, c'est que là, on monte, quand on a le système de ce type-là, avec plusieurs cartouches, on monte entre 100 et 300 euros, ce qui fait une grosse somme. Ça fait cher, oui. Ça fait cher pour vérifier. Là, on est sur une centaine d'euros. Et puis, en fait, le bon vieux compresseur à pied, ici chez Kraftmeyer, qui est la marque propre de chez Louis, en promo, 10 euros. On se dit, non, ça a l'air plus compliqué, c'est plus cher. Non, ça suffit chez vous. Il y a ce qu'il faut pour se brancher avec différents embouts sur votre pneu. Puis vous faites l'appoint, encore une fois, une dizaine d'euros, c'est ce qui est de moins cher. Il y a aussi des versions électroniques, naturellement, chez Kraftmeyer. C'est génial, ça, tu peux faire les vélos, la moto, tout quoi. Oui, ton ballon de foot, ton Oui. ballon de rugby, oui, c'est pratique, les autres aussi, mais là, l'avantage, c'est que ça coûte pas très très cher. Il y a également chez Kraftmeyer un tout petit modèle électronique, du coup, qui prend pas trop de place non plus, un peu moins de place que celui-ci, mais qui est plus cher, qui est à 2 ou 3 fois le prix. Donc, oui, encore une fois, 10 euros, c'est ça qui permet de faire la pression chez soi tranquillement. Bon, et le deuxième point, c'est l'usure des pneus. Parce que c'est bien beau qu'ils soient gonflés, mais encore faut-il qu'ils aient un petit peu de relief encore. Oui, on évite bien sûr que le pneu aille jusqu'à la corde. Mais moi, il y a un outil pour... Oui, il y a un petit outil qui est vraiment très très simple, toujours pareil, hein, chez Louis ici. On pose ceci à l'intérieur de la sculpture du pneu et puis on lit directement ici. Là, on est à X millimètres. La norme, c'est 1,6 mm. Là, vous le savez automatiquement si vous êtes en dessous ou au-dessus. Et sur des pneus neufs, on est entre 4 et 5 mm facilement. Là, je fais le test sur sur mon pneu ici qui a déjà roulé 20 000 km à peu près. Je lis tout de suite dessus qu'en fait, j'ai encore 5 bons millimètres. Donc, je suis très très loin de l'usure. Sur une moto un peu ancienne avec une conduite douce, on ne dépense pas beaucoup. C'est presque le pneu qui va perdre un peu ses caractéristiques techniques, son grip. Il ne faut pas trop le pousser. On voit le bord du pneu est un peu brillant. Et puis ça coûte rien, 5 euros. Donc c'est vraiment un petit outil. À avoir si on sur a un soi. doute, si on ne s'y connaît pas énormément en termes de pneus, au moins avec ça, vous savez tout de suite si le pneu est encore bon. Et s'il faut changer, il faut profiter de toutes les promos souvent qu'il y a, sauf cette année, un petit peu de façon exceptionnelle. Parce qu'il n'y a pas de pneus. Ouais, il y a eu des pénuries un petit peu partout, même pour les fabricants français ou même comme des Dunlop qui fabriquent à Montluçon, donc usine française. Il y a ils ont eu des difficultés vraiment d'approvisionnement. Donc toutes les promos qu'on voyait, il y en a beaucoup moins cette année. Gonflez bien vos pneus avant de partir et puis bonnes vacances. Bonnes vacances à vous.
Salut Benoît. Salut David. Ah bah, je suis super content de t'accueillir aujourd'hui parce qu'en fait tu t'es bouffé et cramé du pneu pendant les 2 mois qui viennent de s'écouler avec les toutes dernières nouveautés, aussi bien chez Bridgestone, le T32, évolution du T31 que l'on a juste devant, mais également les Angel chez Pirelli, ainsi que les Pirelli Diablo Rosso 4 que tu as monté sur ta moto du coup. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces essais pneus en sachant que tu as essayé du routier du coup et du sportif et que clairement tu m'avais dit que des essais de pneus routiers sur ta Fireblade, c'était pas ce qu'il fallait. Il faut donc déjà commencer par choisir les bons pneus pour sa moto, c'est ça? C'est ça, le meilleur conseil, c'est quelle utilisation on va avoir de ces pneumatiques, qu'est-ce qu'on va vouloir faire avec et quel est peut-être éventuellement son niveau aussi. Parce qu'on se rend compte quand on essaye les pneumatiques qu'en fonction du ressenti qu'on a et du feeling qu'on a, ça va influer sur le choix de pneumatiques. Ces derniers temps, là, j'ai eu la chance de pouvoir tester donc, sur un long périple, près de 700 km, les T32 de Bridgestone, on était en Italie. Et plus récemment, là, j'ai pu faire leurs concurrents, on va dire, directs, qui vont être les Pirelli Angel GT2, et que j'avais également sur ma Fireblade à l'époque. 18 000 km sur une Fireblade, ce qui peut paraître complètement délirant, mais... Ah, pour une sportive, oui, il y en a qui disent qu'au bout de 5000 bornes, ils ont cramé leurs pneus. Eh oui, mais ça, c'est des pilotes. Moi, je fais du tourisme avec ma CBR. Non, moi, le principe, c'était de prendre des pneus tourisme pour qu'ils durent longtemps. Voilà. Le principe du pneu tourisme, c'est de se dire, bon, bah, je veux un pneu qui fasse un compromis entre la longévité, la tenue de route et aussi une bonne tenue sous la pluie, parce qu'il faut savoir que moi, la moto, elle sert toute l'année, quelles que soient les circonstances, en hiver comme en été, quoi. Et du coup, c'est plus économique d'avoir du touring que du sportif. Et qu'est-ce que tu perds du coup quand tu passes sur du Rosso pour rester chez Pirelli par rapport à l'Angel GT2? Bah, tu perds pas grand-chose en l'occurrence et je trouve même que tu gagnes plus que ce que tu perds. Pour le Rosso 4, je trouve qu'on a plutôt tendance à gagner par rapport au Angel GT2. Par contre, on va évidemment, normalement, perdre en longévité. Parce qu'on a beau avoir un pneu qui, en l'occurrence, là, en 190, va être en 3 gommes différentes avec une gomme dure au milieu. Bigomme, normalement, si on choisit une taille en dessous de 190 par 55 chez eux, dans cette référence. Ce qui se fait toujours au détriment de la longévité, ça va être le grip, ça va être la motricité, ça va être les qualités du pneumatique. Donc, plus un pneumatique est sportif, en théorie, moins il dure longtemps. Ta moto te paraît plus agile, au contraire plus stable? Alors ça, c'est vraiment le point qui ressort sur ces Rosso 4, qui sont des pneus pourtant qu'ils avaient gonflés avec un peu moins d'air que ce qu'ils mettent normalement dans les pneumatiques. Donc on est censé avoir une moto un peu plus pataude, un peu plus lourde, et c'était absolument pas le cas, parce qu'on voit vraiment pas la différence. Par contre, ça apporte plus de confort qu'un pneu GT, en l'occurrence le leur, ce qui était vraiment surprenant pour moi, parce que pour moi, un pneu GT, c'est un pneu qui est confortable, rassurant, prévenant, qui parle pas trop, c'est-à-dire qu'il va pas trop te dire ce qui se passe. Et en l'occurrence, c'est le pneu sport qui fait ça aujourd'hui. C'est vraiment surprenant chez eux. Ça veut dire que tu as eu plus de remontées d'informations de la part du GT2, de l'Angel GT2, que de la part du Rosso 4? Alors, les informations, elles sont différentes. Ils ne parlent pas la même chose, ils ne parlent pas tout à fait la même langue. Il y en a un qui va, donc en l'occurrence le GT2, il va filtrer davantage, il va simplifier en gros les informations que la route, elle va te retourner. Alors que le Rosso 4, il est super précis. Le deuxième point, après, ça va être leur comportement routier. Tu vas avoir un pneumatique, en l'occurrence un pneumatique sportif, donc le Rosso 4, qui lui va être beaucoup plus simple, beaucoup plus agile, et ça c'est du terme de ressenti. Et tu ressens aussi les phases de transition sur ton pneumatique, où tu vas savoir exactement où tu te places par rapport à l'angle. De ce point de vue-là, le pneu routier, donc en l'occurrence le GT2, il est moins bavard et surtout il est beaucoup plus rond, ce qui fait que sur une sportive, ça n'engage pas de la même manière, c'est un peu moins rassurant, mais ça tient, si tu veux. C'est juste que tu n'as pas le même degré de confiance, tu n'as pas le même degré de feeling. D'où l'importance de choisir le bon pneu pour la bonne machine. Tu dirais que du coup, il faut vraiment prendre un Rosso 4 pour une sportive pour avoir plus de ressenti, et contrairement, plutôt sur un roadster ou une machine un peu plus touring pour l'Angel GT2. Moi, je verrais bien l'Angel GT2 sur des machines un peu plus lourdes, un peu plus costauds, des motos qui sont vraiment déjà naturellement posées au sol. Je les vois bien sur des routières, je les vois bien sur des roadsters un peu lourds. Par contre, j'allais dire que sur des motos normalement agiles, ce qui est le cas de la Super Sport, de Ducati, ce qui est le cas de roadsters qu'on pouvait avoir, je trouve qu'ils sont bien. Mais par contre, ils sont beaucoup moins bien que ce que peuvent donner les Rosso 4. Avec un risque
en termes de longévité, puisque l'Euro 4 va durer quand même un peu moins longtemps qu'un pneu purement touring. Oui, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces dernières années, on va résumer un peu, on va dire que sur les 5 à 10 dernières années, les pneus qui étaient auparavant des pneus routiers sont devenus de plus en plus sportifs, justement parce qu'on voulait de la longévité, mais on voulait aussi pouvoir mettre du rythme, et les motos sont devenues de plus en plus puissantes, donc il fallait aussi que ce soit en capacité d'encaisser. Et puis on va avoir aussi les pneus sportifs qui, eux, sont devenus un peu plus endurants. Donc la différence entre les deux, elle est assez difficile à trouver. Et chez Pirelli, on nous le disait bien, on nous disait, mais vous savez, les pneus sport d'aujourd'hui, c'est un cran au-dessus, mais les pneus routiers, c'est devenu les pneus sportifs il y a 10 ans. Entre les deux, tu vas chercher un compromis. Et ça va être le compromis qui va te plaire le plus en fonction de ton utilisation. Les T32, je ne peux pas présumer de leur longévité, mais je les ai trouvés beaucoup plus agréables que les générations précédentes de Bridgestone, notamment les T31, que je connaissais bien aussi, toujours sur ma Hornet. Le plus, là, si tu veux, c'est qu'ils ont un comportement que j'ai trouvé vraiment, vraiment sportif, avec un profil qui est suffisamment progressif, mais il te retourne des informations. Il est plus bavard qu'un Angel GT, par exemple, un GT2. Précisons, parce qu'il y a quand même 2 générations dans le GLGT. Il va être aussi très très intéressant pour les gens qui veulent rouler vraiment toute saison, notamment pour ses caractéristiques sous la pluie, où il s'est montré particulièrement performant. Je pense qu'ils ont aussi amélioré leur montée en température, et là maintenant on se rend compte que les nouvelles générations de pneus, elles sont immédiatement efficaces, c'est-à-dire que tu pars, bon, tu vas peut-être pas mettre poignée dans le coin, mais par contre tu peux rouler déjà fort. Là j'ai été vraiment surpris sur les Angel GT2, parce que jusqu'à présent j'avais tendance à passer 2 pneus arrière pour un pneu avant. Et là, les GT2, j'ai eu le même degré d'usure sur les pneumatiques avant et arrière. Ce qu'on peut recommander, c'est vraiment, n'hésitez pas, investissez dans des bons pneus, choisissez les bonnes marques, et puis vous ne le regretterez pas. De toute façon, votre moto, elle est transfigurée. Ça apporte du confort, ça apporte de la confiance en soi et de la confiance dans sa moto. Et ça, c'est essentiel. De toute manière, on va retrouver tous tes essais sur le repère. Merci Benoît. Et, sujet suivant, c'est le CIF. C'est ce qu'il faut nettoyer. C'est ammoniacal, ouais. Alors le CIF, pour expliquer à tout le monde, c'est circulation inter-fil. Donc c'est interdit, c'est pas interdit, c'est une expérimentation, vous avez droit, mais alors juste là, et puis pas à côté, et puis sur une route, mais pas sur celle-là. Et puis en France, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé, et ce qui n'est pas autorisé est interdit. Enfin, on s'en sort plus. Là, en février, ils nous ont dit « Ah, c'est interdit, il faut surtout pas le faire. Si vous avez un accident en plus, votre assurance, c'est Tintin, vous n'êtes plus assuré. » On en reparle dans 6 mois. Là, on est dans 6 mois, 6 mois après cette fameuse interdiction. Donc aujourd'hui, officiellement, d'après les communiqués de la DS, de la sécurité routière, eh bien, c'est interdit. On n'a pas le droit d'en faire. C'est une pratique qui est commune depuis le début de la moto, quasiment. Ouais. Alors, on en est où ? Alors concrètement, on en est à une volonté de légiférer pour rendre légale cette pratique, parce qu'on sait très bien que tout le monde le pratique, en circulation encombrée sur toutes les autoroutes de France et de Navarre. À partir du moment où les voitures sont bouchonnées, les 2 roues remontent entre l'avant-dernière et la dernière file. Tout le monde le sait, la DISR aussi. Il y a eu plus une maladresse de communication qu'autre chose sur cette interdiction. En fait, tu défends la sécurité routière ? Je ne défends pas la sécurité routière, je dis qu'ils avaient raison d'expliquer qu'il y avait un danger quant à l'assurance. La DISR a donné des instructions, il n'y a pas de séquence de prunage, comme on dit, il n'y a pas de verbalisation excessive de l'interfile, parce que c'est effectivement une pratique qui est connue et même reconnue. Donc il y a une volonté d'aller vers la légalisation de l'interfile, seulement pour ça, il faut qu'il y ait une étude qui montre que l'interfile est bénéfique. Donc ne génère pas plus d'accidents qu'avant, au minimum, et permettent effectivement de fluidifier la circulation pour qu'on puisse transformer ça en loi. L'expérimentation précédente qui a été faite n'a pas donné les résultats escomptés et n'a pas permis ni d'aller dans un sens ni dans l'autre. Donc, il y a ce projet de refaire un décret avec de nouvelles conditions d'expérimentation pour prouver définitivement que c'est utile, que ça se passe bien, que ça se respecte bien. Il n'y a qu'à voir le périph' parisien, zone très peu accidentogène, tellement le trafic est important, même s'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est spectaculairement dangereux. Moi, je dis que c'est un spectaculaire bon exemple de bonne entente entre automobilistes et motards, parce que vraiment, ça se passe hyper bien, le périph'. Et donc, c'est un exemple de l'interfile qui va être légalisé. Simplement, il y a un délai administratif un petit peu plus long que ce qui était espéré par les DISR, qui avait avancé un petit peu vite, à mon sens, le délai de juin. Peut-être que ça sera en juillet, mais de toute façon, la volonté est de le faire. Une preuve en est, c'est qu'on a déjà vu à certains endroits, comme sur la 13, un panneau
qui avertit de l'existence de l'interfile pour que motards et automobilistes, surtout automobilistes, sachent que ça existe. Et il y a à Bordeaux, je crois, et je ne sais plus dans quelle autre ville, je crois que c'est à Toulouse, donc dans des zones où il va y avoir l'expérimentation. Tu sais, dans ces fameux panneaux qu'on voit avec du lettrage au-dessus des autoroutes, il y a des messages qui parlent de l'interfile en disant respectez-vous les uns les autres, etc., etc. Donc ça va dans le bon sens. Et il y a de toute façon une instruction donnée par la DISR de ne verbalisez pas. Donc s'il y a verbalisation en interfile, c'est qu'en général, on a un tout petit peu trop déconné. Parce qu'il faut rappeler quand même que cette pratique, c'est une circulation très encombrée, sur des axes qui sont bien définis, donc plutôt des axes autoroutiers urbains. Il ne s'agit pas d'avoir des voitures à 110 et de les doubler à droite à 130, c'est pas ça. Donc circulation encombrée, en particulier en urbain, périurbain, là effectivement on va remonter avec un delta de vitesse raisonnable, de façon à pas rouler à 80. On parlait de 50 km. 50 km/h max, ça restera normalement la règle dans la future expérimentation. Simplement, on va ajouter un delta de vitesse de 30 km/h, delta qui d'ailleurs, entre guillemets, peut pas être contrôlable, puisqu'il n'y a aucun radar qui est capable de déterminer la vitesse de deux véhicules côte à côte qui sont différents. Donc on ne pourra pas mesurer la vitesse entre une voiture et une moto, la différence de vitesse. Par contre, on pourra mesurer la vitesse de la moto. Si elle est supérieure à 50, c'est hors des clous. Et en sachant que beaucoup considèrent que plus de 50 km/h, c'est une vitesse normale pour être en interfile aujourd'hui. C'est un petit peu le problème, parce qu'il y en a quand même sur le périph' qui passent comme des balles. Tout est dans le « y en a qui ». Je ne pense pas que ça soit la pratique majoritaire. C'est un petit peu comme dans plein d'autres domaines, on pourrait parler du bruit, etc. Certains exagèrent et font peser sur l'ensemble de la communauté un soupçon parce qu'ils sont spectaculairement hors des clous. Et ce spectaculairement hors des clous donne l'impression à certaines personnes dans le grand public que les motards sont comme ça. Non, les motards ne sont pas comme ça. Certains motards se font remarquer outre mesure par un comportement excessif et ils font peser ce comportement excessif sur l'ensemble de la population de façon malheureusement injuste. Et on rappellera qu'à contrario, plus les voitures sont arrêtées dans de l'interfile, plus il faut au contraire baisser notre propre vitesse parce qu'une portière qui s'ouvre, là, c'est... qu'on soit même à 30 km/h ou à 20 km/h d'écart, ça fait mal quand ça s'ouvre. Oui. Alors, même si, dans le cas de l'interfile, puisque je rappelle que c'est sur autoroute, d'ouverture de portière, on est plus dans la remontée de fil en ville qui n'est pas concernée par cette expérimentation-là. On ne désespère pas de faire rentrer ça dans le futur, mais parlons déjà de l'interfile. Et l'interfile, c'est sur des autoroutes et normalement, les portières ne s'ouvrent pas à moins d'une urgence, à moins de descendre parce qu'il y a un accident et effectivement d'aller porter secours. On ne doit pas ouvrir ses portes. Les automobilistes qui nous regardent, n'ouvrez pas vos portes sur le périph'. Non, sur le périph', on en a vu. Ne serait-ce que pour jeter le mégot. Ah le jetage de sanglier sur le périph', oui, ça s'est vu, j'en ai vu moi. Vitesse raisonnable, pas plus de 50 km/h. Faire attention au différentiel au maximum pour la vitesse, pour que tout le monde puisse bénéficier, en fait, et tous les motards dans leur ensemble, de cette manière de faire, mais sans considérer que ça soit un dû. Non. Et ça, c'est aussi important. Alors, non seulement c'est pas entre ces deux non choses. seulement c'est pas indu, mais ce qu'il faut bien savoir aujourd'hui, c'est que le problème, c'est un problème d'assurance. Parce que la loi et le fait qu'on soit pruné ou pas, ça dépend de la DISR. Par contre, le fait d'être assuré ou pas, ça dépend de ta compagnie ou de ta mutuelle. Et ta compagnie, si elle considère que tu étais en interfile, elle peut très bien ne pas t'assurer si tu as un pet. Donc, il convient quand même de faire un petit peu attention. Anticiper. On est quand même vachement étonné après nos derniers essais entre ce qu'il y a de temps en temps sur la plaque des mines à 78 dB ou au contraire à 95 dB. Et ça nous amène sur notre sujet suivant, un sujet qui fâche pas mal. Surtout des riverains, surtout dans le Vercors, surtout sur les routes d'Autriche où ils sont en train de nous fermer des routes sous prétexte de bruit ou à cause du bruit pour être précis, et à cause d'une petite minorité. On en parle un petit peu de ce bruit, des écarts entre... Voilà, il y a une norme à 78 dB, elle est prise d'une certaine manière. Après, il y a une autre technique de mesure du bruit qui explique la différence entre la plaque des mines et cette fameuse norme. Il n'en reste pas moins que toutes les motos qui sortent, surtout avec Euro 5, même si Euro 5 n'a rien à voir avec le bruit, mais Euro 5 B arrive à en parler. C'est aussi un petit peu le feedback sur le contrôle technique parce que le bruit, cette notion, est-ce que c'est un échappement homologué ou pas, en fait partie.
À la FFMC, c'est quoi votre position sur le bruit? C'est la faute à une minorité, à une majorité? Il faut légiférer là-dessus? Alors légiférer, c'est déjà fait, puisque, comme tu l'as dit, il y a effectivement la réception européenne qui conduit à avoir 77 décibels ou au maximum 77 plus 1, comme tu l'as dit justement, 78 au grand maximum en conditions normales. Alors, sans rentrer dans les détails techniques, les conditions normales, c'est quoi? C'est je roule, je suis pris à 5 mètres par un sonomètre, d'accord? Je roule à 50 km/h, j'accélère à fond, et là, on fait la mesure de mon bruit, d'accord? Ça, c'est la mesure qu'on appelle mesure en dynamique, d'accord? C'est la mesure gaz en grand. Donc on va pas, encore une fois, je ne rentre pas dans le détail. À partir de cette mesure, on va prendre une moto qui est normalement la même, et tout est dans ce normalement, où le constructeur va dire, voilà la moto que vous allez réceptionner, voilà ce qu'elle sera en série, maintenant faites-moi la mesure que vous pourriez faire si vous êtes policier au bord de la route. C'est-à-dire qu'on va prendre la même moto et on va utiliser une mesure de bruit statique qui correspond à la mesure de bruit qui est censée correspondre à la mesure qui a été faite en dynamique. Donc cette mesure, elle est faite beaucoup plus proche, puisque au lieu d'être à 5 mètres de la moto en dynamique, on va être à 45 cm de l'échappement en statique. Et en statique, on va être au régime qui correspond à la moitié de la puissance nominale. Donc si tu as une moto qui fait 150 chevaux à 10 000 tours, d'accord, on va prendre la moitié de 10 000 tours et on va mesurer le bruit à 5 000. On met donc la moto en statique à 5 000 tours minute, on mesure à 45 degrés, c'est pas 45 cm d'ailleurs, c'est 50 cm, à 45 degrés d'angle de la sortie de l'échappement, et on voit combien ça sort. Et cette valeur-là va être la valeur qui sera sur la carte grise. Évidemment, comme on est beaucoup plus près de l'échappement, il est normal que la valeur soit différente et supérieure à la valeur qui est portée sur la carte grise. D'accord? Certificat d'immatriculation. Pour autant, on sait qu'il y a des motos qui sont de façon assez surprenante, très bruyantes d'origine, y compris avec l'échappement d'origine. Alors là, la question se pose, qui est comment le constructeur peut donner à la série une moto qui a été réceptionnée pour 77 décibels en dynamique et qui fasse 95 voire 100 décibels sur son certificat d'immatriculation. Quand on sait que le bruit double en augmentant d'une valeur de 3, puisque c'est ce qu'on appelle une échelle logarithmique, donc je suis à 77 décibels, je double le bruit, je suis à 80, 83 c'est 4 fois le bruit de 77, etc. etc. 86, on continue comme ça. Et si tu fais la différence entre 77 et 100, je crois que c'est 2 puissance 8. Bon, je vous laisse faire le calcul, les copains, vous vous amuserez avec vos calculettes quand vous voulez, mais ça veut dire que le facteur d'augmentation du bruit est à ce point important qu'il est permis de se demander s'il n'y a pas un moment, un petit arrangement qui est fait par le constructeur en disant cette moto-là, elle va passer. Alors, je ne vais pas citer les motos, on les connaît tous, on connaît les marques, il suffit d'aller voir quelles marques et quels modèles de motos ont été interdites par l'Autriche, on les a quasiment toutes. Et on voit des motos qui sortent aujourd'hui, effectivement, avec des bruits qui sont potentiellement gênants pour l'entourage. Pour revenir au sujet, le sujet c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui, pour des raisons qui leur appartiennent, des raisons qui sont personnelles, veulent faire du bruit. Et je dis bien veulent faire du bruit. Soit par souci d'identité, soit par souci de se faire remarquer, par souci de dire je suis un rebelle, je ne fais pas comme les autres. Ça fait partie des motifs. Et surtout, il y en a un qui est complètement faux, qui a été battu en brèche par de nombreuses études, qui est de se sentir plus en sécurité parce qu'on ferait du bruit et que donc on va nous entendre arriver. Alors oui, c'est vrai, on nous entend arriver au moment où on est au niveau de la portière. C'est-à-dire que si le mec voulait changer de fil avec sa voiture, il change de fil au moment où je suis à côté, même si je fais beaucoup de bruit. Ça n'a aucun intérêt. Ou alors, à faire un bruit qui est tellement important qu'on est dans le MotoGP, là, on n'est plus sur la route. Donc il y a bien un comportement qui vise à vouloir faire du bruit. Donc qu'est-ce que je fais quand je veux faire du bruit? Soit j'achète une moto qui en fait, et il se trouve que d'origine, il y en a qui en font. Soit je change mon échappement d'origine pour un silencieux adaptable, duquel je vais peut-être même enlever la chicane, et à ce moment-là, je vais faire du bruit. Donc c'est bien une volonté de faire du bruit pour se distinguer ou pour se croire plus en sécurité. Et je dis bien se croire, parce que c'est vraiment une croyance et c'est faux. Le visuel, l'appel de phare, va effectivement prévenir. Le klaxon du dernier moment va peut-être effectivement pouvoir prévenir un petit peu plus que du bruit. Parce que le klaxon, c'est un truc qui survient à un moment donné, qu'on ne s'attend pas à entendre, qui n'est pas un bruit continu. Le bruit du moteur, c'est un bruit continu, donc ça ne surprendra pas la personne qui est devant. Et le klaxon, il a cette propriété assez étonnante d'être tourné vers l'avant, alors que l'échappement est tourné vers l'arrière. Donc la propagation du bruit est plus favorable au klaxon qu'à l'échappement. Et c'est bien pour ça que ça s'appelle avertisseur d'urgence dans les textes. Donc c'est fait pour ça. C'est fait pour prévenir effectivement d'un danger. Après,
je vais la faire volontairement un peu straight. Si je fais du bruit en permanence, c'est que je me comporte en permanence de façon à être en danger. Si je fais ce bruit pour me sentir plus en sécurité. C'est-à-dire que je fais l'impasse sur l'anticipation, qui est le comportement normal du motard normalement constitué, et je remplace cette anticipation par le bruit pour dire aux autres, faites gaffe les gars, j'arrive. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. S'il y a 70% des accidents qui sont causés par l'autre, c'est bien que ce n'est pas le motard qui est responsable, mais l'autre. Donc effectivement, il faut se méfier de l'autre. Et le comportement, c'est se méfier de l'autre et anticiper qu'il puisse tout faire. C'est pas faire du bruit pour qu'il ne le fasse pas. Donc il faut revenir au comportement normal d'une personne qui se déplace dans un environnement où il y a d'autres usagers. Et le bruit n'est pas une solution pour ça. Alors si on peut faire des choses, et on en fait, on fait par exemple des relais qui sont à peu près l'équivalent des relais motards Calmos sur la route des Grandes Alpes. On travaille avec le Vercors justement, entre autres sur la route des Grandes Alpes, mais pas seulement, pour aller discuter avec les motards et leur expliquer justement ce concept de vie en société. On est tous pareils. Moi, quand j'ai quelqu'un qui passe en échappement libre à 2h du mat devant chez moi et qui me réveille, ça m'emmerde autant que le citoyen qui n'est pas motard. Et pourtant, je suis motard. J'ai pas envie d'être emmerdé par un gars qui passe avec un pot full barouf et qui me réveille en pleine nuit. Tu me demandais ce que fait la FFMC et pourquoi la FFMC est comme ça. Parce que la FFMC a des valeurs qui sont des valeurs de respect de l'autre. Et le respect de l'autre, c'est pas aller l'emmerder à 2h du mat avec un pot full barouf. On voit arriver les radars anti-bruit, entre guillemets, à voir comment ils vont être capables de mesurer. Mais en attendant, les expérimentations sont en train de se faire là-dessus. Donc ça va schlaguer encore plus derrière l'ensemble de la communauté et pas juste quelques personnes. C'est pas là que ça va se passer. Alors, deux choses par rapport à ça. Déjà, un radar, ça n'a jamais fait l'éducation de qui que ce soit. Ça a juste mis des prunes. Donc, c'est pas avec ça qu'on va changer les comportements. C'est pas avec ça qu'on va éduquer les gens à un meilleur comportement. Il faut une tolérance entre les gens. Et la tolérance, ça se mérite. C'est comme le respect. D'accord ? Ça, c'est vraiment le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que justement, on parlait du Vercors, le parc naturel du Vercors. On a vu pas mal d'articles ces derniers temps où les gens sont excédés par le bruit des motos, etc. etc. Et ça fait un peu caisse des résonances dans toute la vallée. Pour autant, on s'aperçoit qu'il y a eu des contrôles de gendarmerie qui ont été faits. Il y a un week-end où il y a eu, je crois, 600 contrôles de gendarmerie. Il n'y a pas un contrôle de bruit excessif qui a été fait. C'est-à-dire qu'on est sur un bruit normal pour tous les motards qui passaient là-bas, puisqu'ils respectaient effectivement les préconisations de la carte grise. Pour autant, il semblerait que ça dérange quand même les gens. Donc il y a des questions à se poser. Donc peut-être qu'il y a des choses à faire, comme on le fait nous, pour qu'effectivement on aille vers le partage et pas vers l'emmerdement de l'autre. Si on a envie d'aller dans la nature, c'est bien parce que c'est joli, que c'est sympa de se balader sur les routes. Donc n'allons pas emmerder le monde, allons juste profiter de la nature de façon normale, en citoyen. C'est un message pour ne pas avoir d'échappement full barouf, c'est de respecter les autres, éviter les coups de rupteur en pleine montagne, c'est pareil. Voilà, on peut respecter les autres. Et ça va nous amener sur notre séquence suivante, équipement. C'est pas parce que vous avez un pot full barouf qu'il faut mettre des bouchons d'oreille, mais si vous circulez, vous avez de longues heures de route sur la route à prévoir, un bruit même pas trop fort mais continu peut endommager votre oreille, on en parle tout de suite. Bon, alors on a l'impression que l'oreille va être abîmée uniquement si c'est un bruit fort, strident, qui dure pas très longtemps. Or, c'est tout le contraire. Ben oui, c'est en fait un bruit prolongé pendant de nombreuses heures, d'où la raison pour laquelle un certain nombre de travailleurs dans le bâtiment portent des bouchons d'oreille, ou même raison, quand on est sur les 24 heures ou le GP, ben c'est pareil, il y a plein de bouchons d'oreille à dispo, parce qu'on est exposé toute la journée. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'en fait, il suffit de prendre la moto pendant 2-3 heures, de rouler sur l'autoroute avec un bon casque, et on va entendre le sifflement du vent, le bruit du moteur. On a l'impression qu'entre guillemets, tout va bien. Or, on arrive, on s'arrête, on enlève le casque, et là, il y a un bruit qui apparaît dans les oreilles et qui dure. Et là, on se dit, ouïe, aïe, aïe, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ? Oui, ces fameux sifflements, les acouphènes comme on dit, sont une détérioration réelle de l'oreille et on ne peut rien faire. Il n'y a aucune chirurgie réparatrice pour ça. J'en souffre parce que justement je ne me suis pas protégé étant plus jeune sur des longs trajets à moto. Donc maintenant c'est un bruit strident à longueur de journée, plus ou moins fort en fonction des périodes. D'où vraiment l'importance de se protéger avant de partir, notamment pour des longs road trips. Qu'on soit sur autoroute ou sur route, mais de toute manière, le bruit simplement aérodynamique génère suffisamment de bruit pour que sur la durée et sur l'exposition prolongée, ce soit dangereux. Parce qu'en fait, le bruit du vent fait à peu près entre 90 et 100 décibels.
Or, dès qu'on dépasse les 80 décibels, déjà il y a un danger pour l'oreille interne. 120, c'est un seuil de douleur, mais il est hors de question d'aller jusqu'au seuil de douleur. Déjà à 80, on est mal. Donc en gros, tout le challenge des bouchons d'oreille est de réduire ce fameux 100 décibels à 80, voire 70 pour justement être confort. Pour faire votre sélection, en gros, on va dire que ça va de moins 15 à moins 40 décibels en termes de niveau de protection sur les bouchons d'oreille. Oui, mine de rien, c'est pas obligatoirement les bouchons qui paraissent les plus complexes qui atténuent le plus. Non. Ce sont parfois les plus simples, en fait, ceux qui sont utilisés justement sur les chantiers. Ceux-ci, c'est moins 39 décibels sur 3M pour ne pas les citer. Et du coup, alors par contre, c'est très bien pour les chantiers. Par contre, pour la moto, c'est vrai que moins 40 décibels sur ce type de technologie, c'est un peu beaucoup pour du moins la ville et autres, parce que le problème, c'est que ça va atténuer tous les sons, tous les niveaux sonores, du plus grave au plus aigu. Et vous risquez de ne plus entendre un klaxon, une portière qui s'ouvre, le bruit de la ville qui alerte du danger. Donc, il vaut mieux plutôt prendre d'autres bouchons d'oreille spécifiques pour la moto, qui eux vont atténuer les graves, les aigus, et vous laisser le cœur de son standard, on va dire. Oui, ce sont des vrais filtres et on retrouve d'ailleurs dans ces marques-là, Alvis, AirPads, etc. ou No Noise, eh bien en fait des marques qui travaillent également avec des bouchons d'oreille pour les concerts, c'est-à-dire qu'un concert de musique classique notamment, on a besoin d'avoir toute l'amplitude des sons, mais juste de ne pas l'entendre de façon trop forte. Avec ceci, on n'entend plus rien, c'est assourdi, on n'a plus les variations reliefs, et les reliefs. Alors qu'avec eh bien, un petit peu d'électronique et avec des filtres spécifiques, ben, ça diminue, on protège l'oreille, mais on entend encore les sons. Alors après, comment choisir? Bon, on va dire, outre le niveau de décibels de protection que vous souhaitez avoir, après c'est une question d'ergonomie, donc le mieux c'est de les essayer, parce que c'est vrai que moi personnellement, j'aime bien ceux-là, les Alvis. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils se mettent, j'arrive à les mettre en 5 secondes dans l'oreille, ils ne bougent plus, ils me gênent pas dans le casque, c'est impeccable. Alors que toi... Alors que moi, je les déteste, tout simplement. Je les trouve hyper désagréables et je trouve qu'ils s'enfoncent pas bien. Et je préfère de très loin, en fait, les bons vieux bouchons, à condition de bien les tourner dans la main pour que ça devienne tout petit, et puis de l'enfoncer, puis d'attendre qu'ils reprennent leur forme initiale en gonflant. Et là, du coup, j'ai une bonne protection. Enfin, voilà, j'ai vraiment le sentiment d'être protégé. Alors que toi, quand tu les mets, ceux-là, en fait, ils tombent avant le temps que tu aies eu le temps de remettre le casque. Donc, il faut trouver bouchon d'oreille à son oreille. Et puis là, on est sur des gammes, on n'est pas très très cher. Hein. Les 200 filtres ici, bouchons dans cette base-là, c'est une quarantaine d'euros. Là, les paires sont à 35 euros. Bon, là, la différence, c'est que là, c'est plutôt du jetable, on va dire, alors qu'ici, elles sont lavables, réutilisables un grand nombre de fois. Donc, l'investissement en vaut la chandelle. Et puis ici, on a différents niveaux. Il y a des niveaux 3, 4, 5 qui vont déterminer un petit peu le nombre de décibels. Ça enlève moins de décibels comparativement que ça. On est plutôt sur les 20 à 30, 25 en fonction des modèles. Et puis, il reste l'avenir maintenant. Bah oui, parce que là, en fait, c'est ce qu'on appelle les technologies passives. Or, l'actif serait mieux, c'est-à-dire le système des casques que l'on a chez Bose ou dans le domaine de la musique, de pouvoir générer un bruit, un anti-bruit qui vous isole du bruit de l'avion, du bruit du moteur, et de pouvoir écouter la musique parfaitement. Et c'est vrai que ce serait génial si les casques de moto pouvaient être déjà prééquipés d'un système au niveau de l'oreille pour justement nous mettre un système anti-bruit. Mais ça, aujourd'hui, ça n'existe pas. Non, les fabricants travaillent dessus, par contre, pour arriver à l'intégrer de la même manière qu'ils ont réussi à intégrer des intercoms. Donc, oui, on y arrivera, ce sera possible. Ce qui est vrai, c'est que pour avoir testé ces fameux casques sans bruit, entre guillemets, chez Sony ou chez Bose dans l'avion, on prend le test pour voir les décibels. On est à 120 décibels quand même pendant un certain nombre d'heures, donc c'est juste énorme. Et là, on n'entend plus rien, on n'entend plus que la musique. Donc voilà, on rêve d'avoir la même chose à moto. On l'a vu, hein, pour le bruit, c'est pas juste le bruit de la moto, c'est le bruit simplement du vent sur le casque. Moi, j'ai des acouphènes sur les longs trajets. Même maintenant, on est vieux, je pense. Toi aussi?
61. Ouais. Et donc des acouphènes, du coup, liés à ça? Ouais, bah écoute, comme tu disais, effectivement, en ayant participé à Moto 2, à un moment donné, je roulais entre 60 et 80 000 km par an à moto, hein, donc ça commence à causer. On roulait pas que doucement, et c'est vrai que là, c'est pas le bruit de la moto, comme tu l'as dit, c'est le bruit aérodynamique dans le casque. Et comme on fait beaucoup d'essais de casque quand on est journaliste, on n'a pas forcément le casque qu'on préfère. Donc ils font du bruit. Ils font des bruits aérodynamiques, et c'est ça qui va générer les acouphènes majoritairement. Et du coup, on va parler un petit peu de toute cette histoire motard avec... on a parlé de ton âge, donc je n'ose même pas parler de... Est-ce que tu as participé aux fameuses manifestations des années 80 contre la vignette? Et ça va nous amener à un livre, ton livre culte peut-être, avec Chronique d'une utopie en marche. Tout à fait. Alors, Chronique d'une utopie en marche, c'est un petit peu cette célèbre maxime, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. En fait, quand on a monté la FFMC, donc il y a maintenant presque 41 ans, enfin il y a 41 ans, peu de temps après, on s'est mis à rêver d'une mutuelle d'assurance qui correspondrait à nos besoins, parce que les tarifs d'assurance étaient complètement délirants. Et cette mutuelle d'assurance, c'est la mutuelle des motards, et on l'a faite avec une souscription qui à l'époque était de 280 francs, et on a eu suffisamment de motards pour alimenter la manne minimale pour monter cette mutuelle. Et aujourd'hui, la mobilisation, c'est aussi bien que c'était dans les années 80, ou il y a des choses à dire sur la capacité à mobiliser le motard? C'est super différent, et c'est pas vrai que des motards. On est vraiment dans une société extrêmement différente. Il y a un effet pervers qui est l'effet réseaux sociaux, qui fait que quand on proteste derrière son clavier, on a l'impression d'avoir fait le job. Alors je vous le dis, hein, c'est pas parce que vous gueulez derrière votre clavier que ça va influencer qui que ce soit. C'est pas là que ça se passe. Donc la mobilisation, on a effectivement du mal. On a du mal aussi parce que on sait que dans les mouvements sociaux, que ce soit les syndicats, que ce soit les associations de défense comme la nôtre, etc., on a beaucoup de mal en fait à faire rester les gens quand on est dans le dur en permanence. Et là, on rentre dans une période où ça fait très longtemps qu'on est dans le dur, qu'on a l'impression qu'on prend des mesures dans le dos en permanence. On a le contrôle technique, on a le stationnement payant, on a cette mauvaise information sur l'interfile où on a eu l'impression qu'on allait perdre l'interfile, même si on ne l'a pas perdu, psychologiquement ça fait la même. Et en fait, le militant, il y a un moment donné où il se lasse de tout ça. C'est humain, on a envie d'avoir des victoires de temps en temps. Et c'est vrai qu'on manque de victoires dans ces derniers temps. Donc, ces deux phénomènes conjoints font qu'effectivement, on a beaucoup plus de mal à mobiliser maintenant qu'on avait de mal à l'époque. Et à l'époque, quand on faisait une manif, bah, la manif, ça faisait du bruit, quoi, hein, quand il y avait des motards. C'était vraiment le moment qui se passait, c'était le moment de défense des libertés. Aujourd'hui, une manif, c'est que le dernier mode d'expression quand on a épuisé tous les autres. Et tous les autres, c'est le lobbying, c'est les pétitions, c'est les actions auprès des députés locaux, etc., etc. Ça complique un petit peu l'action militante. Le travail d'un militant à l'époque, en 80, c'était de venir aux manifs. Le travail d'un militant aujourd'hui, c'est d'assister au conseil de quartier, c'est d'aller discuter avec la préfecture, c'est d'aller discuter avec les élus, c'est de préparer des courriers, c'est de mobiliser ses autres adhérents, donc de créer en fait le lien avec tous les motards du coin en disant bah ouais, viens nous rejoindre, on n'est pas assez nombreux parce qu'on dit toujours effectivement ensemble on est plus fort, mais on a besoin d'être ensemble. Et ça, il faut le rappeler en permanence, c'est un petit peu compliqué, il y a un phénomène d'usure. Dans toutes ces histoires, et que l'on voit d'ailleurs sur ce mur avec tous ces acteurs, ces chanteurs, est-ce qu'il y en a un qui réveille quelque chose en toi? Il y en a un en particulier parce qu'il éveille plein de choses. On a parlé musique en ce qui me concerne, oui, il y a de la musique. On a parlé moto, il y a de la moto. On a un petit peu parlé cinéma, ou du moins on va parler cinéma, il y a aussi du cinéma, c'est Prince. Parce que le Prince avec Purple Rain, il a tout fait, quoi. C'est un morceau, c'est un album, c'est un film, et c'est une moto qui s'appelle Purple Rain, justement en commémorant tout ça. Donc ouais, Prince, c'est un peu, c'est ce qui fait très écho, et en plus ce morceau, il est juste, tiens, j'en ai encore les poils rien que de l'évoquer. Il passe pas, hein, pourtant. Tu peux le passer peut-être, mais bon, même sans le passer, il me met les poils. Voilà, c'est comme ça. Tu as vu le film en entier? Bien sûr. T'étais mineur à l'époque? Ouais. T'étais même minot? Ouais, tout petit. Non, vil flatteur. Ouais. Non, mais ouais, il fait, Prince, il fait un petit peu partie de ma vie parce que
C'est un artiste qui musicalement a exploré plein de genres, pour qui j'ai vraiment beaucoup d'admiration parce qu'il a fait énormément de choses différentes pour lui tout seul. On sait qu'il a une réserve d'albums qui lui a permis d'aller jusqu'au 22e siècle en sortant un album toutes les semaines. Enfin, c'est un fou de boulot, c'est un génie, c'est incroyable, quoi. C'est vraiment un personnage complètement à part pour moi. Et il y en a eu des génies dans la musique, hein, mais c'est vrai que celui-là, pour moi, il a un petit truc particulier. Et puis tu peux d'autant mieux en parler justement par ta formation et puis par le fait d'avoir fait le conservatoire qui te donne une sensibilité supplémentaire par rapport à ça. Le lien avec la moto, il est impeccable. Et puis c'est notre séquence Globe Rider parce que Prince, eh bien, on a fait les Grands Lacs, il y a eu plein de vidéos avec un road trip. C'est naturellement dans la banlieue de Minneapolis qu'on l'a retrouvé, qu'on l'a visité, notamment la ville où il a vécu. On vous en parle tout de suite. Séquence voyage. Oui, les voyages, on en a fait pas mal. Et puis ça tombe bien que Didier nous ait parlé de Prince quand même. Bah oui, parce que Prince, c'est les USA. Et les USA, pour Prince, c'est Minneapolis. En gros, c'est le nord-centre des USA qu'on a eu l'occasion de découvrir lors de notre road trip des Grands Lacs que vous pouvez retrouver sur le site et sur la chaîne YouTube Voyage au bout du jour. Plein de vidéos et c'était vraiment une surprise parce que souvent... USA, musique, on pense Louisiane, route du blues et autres, et on ne pense pas forcément à cette région. Or, Prince a vécu à Minneapolis et la ville lui rend hommage avec un nombre impressionnant de murs peints comme les Américains savent le faire, où on peut se balader, mettre la moto pour faire de superbes photos, trouver des lieux aussi, des bars où ils ont joué en musique. Et puis, en plus... Et puis forcément, pas très loin de Minneapolis, à Chanhassen, Paisley Park. Paisley Park, c'était la maison de Prince. À la fois sa maison, son studio d'enregistrement. Il est possible de rentrer, de faire une visite dedans qui va durer 3 heures. Oui, c'est très long, c'est à l'américaine. On y a été, on a pris le ticket VIP qui vous permet en fait de suivre... la vie de Prince à l'intérieur de sa maison et puis surtout de manger comme lui. Il avait un petit fun pour marshmallow, pain perdu, pommes de terre, thé vert. Voilà, vous allez apprécier jusqu'au bout là où il prenait ses repas, comment il vivait à travers ça. On n'avait pas l'autorisation de prendre ni photo ni vidéo, c'est totalement interdit. Donc vous vous dites, c'est 3 heures, ça va durer longtemps, vous allez passer dans toutes les pièces, vivre un petit peu la musique et puis le kid de Minneapolis. C'est vrai qu'avant d'aller à Minneapolis, je n'avais pas en tête le nombre de tubes et de musiques qu'il a fait, et même certaines qui n'ont pas été publiées. Et justement, dans cette maison, on passe vraiment dans ces salles d'enregistrement où ils vous font écouter un certain nombre de tubes. J'ai découvert ce jour-là toutes les œuvres de Prince et je suis devenue un petit peu plus mordue sur le chanteur. Oui, forcément 3 heures où on vous tient quasiment par la main pour tout visiter avec tous les symboles et toutes les explications qui vont avec. Ça donne une autre ouverture sur le chanteur. On vous met le lien vers l'article sur le repère si vous voulez en savoir plus. Et puis allez-y. T'es venu avec tes 2 motos? Ouais, alors c'est 2 motos de ma petite collection en effet. Alors toutes les 2 ont une signification particulière. La 46, c'est la signification Rossi, qui est quand même une de mes idoles parce que le type était incroyable. Alors je dis était parce que les résultats qu'il fait maintenant sont un petit peu décevants. Mais ça reste un grand champion. Mais ça reste un super grand champion. Le mec, 9 titres de champion du monde, ça existe pas beaucoup autour de lui en sport mécanique. Il y a Hamilton, il y a Loeb, puis il y a Rossi, quoi. Donc, ouais. Et puis en motocross, il y en a quelques-uns. Pardon, je connais un petit peu moins. Pardon pour les spécialistes du cross et d'autres disciplines. Mais Valentino Rossi, que je suis allé voir une paire de fois sur divers circuits, au Mugello, à Barcelone, au Mans, bien sûr. Et cette moto-là, c'est la Yam de 2004, donc sponsorée par une marque de cigarettes dont on taira le nom. Oui, aujourd'hui, on n'a plus le droit. On n'a plus le droit. Déjà à l'époque, donc c'était go à cause de la loi E20, puisqu'on n'avait déjà plus le droit de mettre sur la moto. Donc celle-là, c'est une partie. Et puis l'autre partie, c'est une moto très particulière qui est la moto faite par Thierry Henriette, donc de Boxer Bikes, sur la base de Boxer tout court d'ailleurs, parce que Boxer Bikes, c'était son magasin à Toulouse. Et Boxer, c'est sa marque de moto. Et à l'époque, il avait fait sur la base de Voxan la VB1, qui est sortie à 37 exemplaires en tout et pour tout.
Alors, il faut savoir que moi, j'ai acheté une Voxan. J'ai une Voxan Roadster. Je suis passionné de cette marque. C'est vraiment ma moto emblématique. J'ai un Roadster fabriqué en 99, donc la première année de fabrication. J'ai acheté la première dès que j'ai pu. C'était vraiment la moto de mes rêves. Et j'ai concrétisé un autre rêve, c'est de rouler avec la VB1 sur l'anneau de Montlhéry, avec un copain qui m'avait prêté sa VB1, parce que lui ne pouvait pas y aller. Et donc, j'ai roulé avec cette magnifique moto, un des 37 exemplaires existants au monde, à Montlhéry. Et ça, ouais, quand même, c'est un peu comme Purple Rain, ça met les poils. Hein. Ouais, clairement. Et Laurent Cochet, quand il était venu, il nous avait dit que c'est l'émission précédente, si vous voulez la voir, mais il avait justement eu l'occasion de monter sur la moto de Rossi. Et toi, dans ta vie de journaliste, quelle est la moto qui t'a marqué le plus, cette VB1 justement ou Alors ça, c'est... tous tes essais, ouais. c'est... J'ai un truc très émotionnel avec cette VB1 parce que c'était ma marque préférée. On était avec le Vauxhall Club de France, on tournait à Montlhéry, donc c'était quand même des trucs assez extraordinaires. Et après, on m'a déjà demandé quelle serait ma moto idéale. Ma moto idéale, ça serait le moteur Vauxhall dans un cadre de Bimota Tesi 3D. Voilà. Ouais, là, Parce on va que chercher la loin. Tesi, j'ai eu l'occasion de l'essayer. C'est fabuleux, c'est autre chose, c'est une moto incroyablement technique avec ses suspensions très particulières. Voilà, donc oui, celle qui m'a vraiment complètement bluffé parce que complètement à part de la production motocycliste, c'est la Bimota Tesi. Ouais. Bah, tu me diras, l'essai de la Bimota Tesi, il est sur le repère. Yes. Tu nous diras si tu retrouves ces sensations, un petit commentaire. Et ça va être le mot de la fin. Merci Didier de nous avoir rejoints, d'avoir Merci de discuté m'avoir reçu. sur ces sujets aussi brûlants de l'actualité. Bon, il y en a plein à traiter, on les retraitera d'autres fois parce que entre le stationnement payant, entre les ZFE, etc., l'actualité va encore être chargée dans les mois à venir. On n'a pas fini d'être en colère. On n'a pas, vous n'avez pas fini d'être en colère. Je t'invite à signer notre guest book Super, avec des grand invités du garage. Et puis, je te dis à très vite Ouais. sur la route, à travers une autre manifestation, une prochaine manifestation qui sera sans doute mi-septembre. On va voir. Il y a de Mais, fortes chances qu'on se mobilise en septembre. Ouais. À la rentrée, on a quand même quelques sujets sur le feu, donc il y a de fortes chances. Rendez-vous à très vite. On vous dit tout ça sur le repère des motards et naturellement sur le site de la FFMC. Et bonne route à tous et à toutes. Merci. Eh ben, merci de nous avoir suivis pour cette troisième émission du garage. Passez de bonnes vacances, un bel été. Nous, pendant ce temps-là, on prend aussi la route. Ça va changer de l'ordinateur et du garage pour vous concocter 2 superbes échappées motardes, en France bien sûr. Oui, on va prendre les motos. On a pas loin de quelques dizaines de milliers de kilomètres à faire cet été. On va beaucoup rouler pour avoir plein de paysages, plein de routes, des rencontres qui sont superbes. Donc ça va être juste merveilleux. Et puis on va vous donner rendez-vous à la rentrée avec un champion, un très grand champion, quelqu'un qui est juste marqué le sport motocycliste. Une surprise et c'est pour ça qu'on vous donne rendez-vous à la rentrée. Bonnes vacances. Bonnes vacances, merci de nous avoir suivis, à très vite. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. En bas, à droite.